Encore une fois, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Les notables Isaac Kidira, fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bomba, en déplacement à Béni, appelle à une assistance urgente en faveur de la population impactée par la guerre dans cette entité. Il réagit face aux conséquences de la crise sanitaire qui affecte cette zone du territoire de Rutshuru. Depuis plusieurs semaines, les groupements de Bukombo et Bambo sont plus touchés par la guerre entre les affrontements des M23 et les combattants de Wazalendo. Isaac Kibira craint que cette situation entraîne une crise alimentaire dans cette partie de la province. Selon lui, à chaque salon les travaux forcés de lundi, les rebelles de M23 sont en train de couper sauvagement toutes les cultures se trouvant le long de la route entre Bambo, Tombo et d'autres parties, sous prétexte qu'ils sont en train de chasser de la brousse pour faire face aux embuscades tendues par le M23. Pourtant, fait remarquer ces notables, la population locale, comme le cas de lundi dernier où les rebelles sont allés demander à la population de Bukombo d'aller abattre tous les bananiers qui se trouvent au niveau des Sinza. Monsieur Isaac demande à la communauté internationale de s'impliquer et au gouvernement congolais de déployer tous les moyens pour que la guerre prenne fin et que les autres qui sont en train de violer les droits des populations répondent de leurs actes criminels contre cette population qui n'a pas le moyen de se défendre. Toujours à l'est du pays, mesdames et messieurs, fermeture définitive du site minier de Lumera par les M23. Le site minier de Lumera dans le groupement de Luhihi au nord du territoire de Kabare, au site Kivu, a été définitivement fermé mardi 4 novembre par le M20. Les opérateurs économiques qui avaient choisi d'investir dans cette exploitation artisanale d'or à Lumera ont commencé à évacuer leurs outils. Toujours à l'est du pays, mesdames et messieurs, plus de 120 cas d'assassinat et 223 d'autres de violences récents au nord Kivu et au sud Kivu en octobre 2025. Le ministre de l'Intérieur Tumé affirme avoir recensé au cours du mois d'octobre dernier au moins 123 cas d'assassinat et 223 cas de viol dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. Dans un communiqué parvenant ce samedi 1er novembre, le gouvernement signale de certains des cas d'enlèvement, de recrutement forcé ainsi que de nombreux pillages dans cette zone sous occupation des rebelles. Le ministre a également indiqué que plus de 100 jeunes de la ville de Bukavu du sud Kivu ont été kidnappés et enrôlés de force entre le 14 et le 28 octobre dernier, acheminés vers une destination inconnue. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation dans la région de Grand Lac, tenue le 13 octobre dernier, la RDC a porté de graves accusations contre le groupement M23 soutenu par le Rwanda. La délégation congolaise a dénoncé une série d'exactions commises dans les zones occupées par la rébellion au cours du mois de septembre et d'octobre. Selon le chiffre présenté par Zeno Mukombo, représentant de la RDC aux Nations Unies, plus de 270 civils ont été assassinés, plus de 30 cas de viol ont été recensés et certains des cas de torture ont été documentés dans les territoires occupés par le M23. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de notre journal. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus d'infos sur la situation de l'Est du pays. Face à la faim qui menace des milliers de déplacés à Walikale au nord Kivu, le PAM et l'UNICEF annoncent une réponse humanitaire urgente avec le déploiement d'une mission conjointe pour relancer leurs activités dans ce territoire en phase 4 d'insécurité alimentaire. Le président Félix Tshisekedi appelle la communauté internationale à s'inspirer du programme de développement local de 145 territoires en RDC. Il l'a dit à Doha au sommet mondial sur le développement. Ces réformes, dont la gratuité de l'enseignement et la couverture santé, réduisent les inégalités, affirme le chef de l'État. Des médecins de 4 provinces de l'espace Kasaï ont pris part à une journée scientifique sur les bonnes pratiques de la césarienne à l'université officielle de Mbuji-Mayi. Notre invité est le professeur Célestin Kadima, gynécologue obstétricien, en parlera dans ce journal.
Bonjour à tous. Parlons d'abord du processus électoral à l'Assemblée nationale. L'élection du nouveau président et celle du rapporteur adjoint fixée au jeudi 13 novembre prochain. Ce calendrier a été publié hier mardi par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, Jacques Djouli, à l'issue d'une réunion du bureau et de la conférence des présidents. La même source indique que la campagne électorale officielle va se dérouler du 11 au 12 du même mois. C'est à l'issue de ces scrutin que les deux membres du bureau seront installés et les travaux pourront se poursuivre normalement en cette session essentiellement budgétaire, affirme Jacques Djouli. Rappelons que les députés Aimé Boji est le candidat unique de l'Union sacrée de la nation pour la succession de Vital Kamerhe au perchoir de l'Assemblée nationale, alors qu'au poste de rapporteur adjoint laissé par Dominique Munongo, c'est la candidate Clotilde Moutita qui a été désignée par le groupe parlementaire Ensemble pour la République, pendant que Gracien Irachan et Christelle Vouanga ont annoncé leur candidature à ce poste pour le compte des non-inscrits. La faim aux portes de Walikale, elle menace des milliers de familles de déplacés dans ce territoire du Nord Kivu. Et face à cette urgence, le Programme alimentaire mondial, PAM, et l'UNICEF conjuguent leurs efforts pour apporter une réponse humanitaire rapide à cette crise nutritionnelle. Le directeur intérimaire du PAM en RDC, Olosib, a lancé l'alerte hier mardi à Beni, chef-lieu provisoire de la province, lors d'une rencontre avec le vice-gouverneur du Nord Kivu. Selon lui, une mission conjointe PAM-UNICEF se rendra sur place pour relancer les activités des deux agences onusiennes dans ce territoire classé en phase 4 d'insécurité alimentaire, l'un des niveaux les plus critiques selon les standards des Nations Unies. Il explique au micro de Martial Papi-Moukiba. Notre objectif est d'évaluer la situation humanitaire, notamment la situation nutritionnelle, comprendre la situation en matière d'eau et assainissement et la question aussi de l'éducation et aussi surtout regarder la question donc de sécurité alimentaire. Cette mission va nous permettre donc d'organiser une réponse pour les populations qui en ont besoin. Nos bureaux vont être réouverts et on va avoir une présence permanente à Walikale, un territoire qui depuis quelque temps a connu beaucoup d'événements avec beaucoup de personnes déplacées qui se sont rendues à Walikale. Il y a eu l'analyse de la sécurité alimentaire qui a montré que la situation alimentaire et nutritionnelle à Walikale était très difficile. Alors, on s'est dit au niveau de l'UNICEF et du PAM qu'il était de notre responsabilité d'aller voir la situation et de continuer à organiser une réponse pour les populations qui en ont besoin. Les taux estimatifs qui étaient sortis de la malnutrition, je crois que c'est 46% pour ce territoire de Walikale, ce qui est énorme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'échelle de classification de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, Walikale est en phase 4, donc proche d'une situation extrêmement difficile. Toujours au Nord Kivu, cette fois, ce sont au moins 80 000 habitants de la zone de santé de Mangourijipa, dans le sud du territoire de Lubero, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Et cela dure depuis plusieurs années. Le cri d'alarme est lancé par le médecin-chef de zone, Dr Martial Kabumbu. Selon lui, cette situation pousse la population à recourir à l'eau des rivières avec un risque élevé de maladies hydriques. Il appelle ainsi à un appui urgent pour faciliter l'accès à l'eau potable dans cette zone. Dr Martial Kambumbu explique au téléphone de Martial Papi-Moukiba. La zone de santé de Mangourijipa a 13 aires de santé. Une population d'environ 100 605 habitants en 2025. Selon les évaluations faites par nos services d'hygiène et l'accès à l'eau, nous sommes à un taux d'accessibilité de 27,4%. Donc vous comprenez que nous ne sommes même pas à 50% qui est recommandé pour l'accès à l'eau potable dans une zone de santé. Nous avons ces aires de santé où vous trouvez même tout un village sans source d'eau potable. La plupart de ces gens-là qui n'ont pas accès à cette eau potable utilisent les eaux des rivières et cela crée énormément de problèmes de santé. Actuellement, nous avons la fièvre typhoïde, mais nous signalons aussi le taux élevé de diarrhée chez les enfants de moins de 5 ans. Si nous avons des partenaires qui peuvent aider la communauté pour nous faire des addictions d'eau, des forages, donc c'est une interpellation. Sachez que nous n'avons pas pu avoir la réaction du gouverneur du Nord Kivu.
Je l'ai dit dans les titres, le président de la République invite la communauté internationale à s'inspirer du programme de développement local de 145 territoires lancé en RDC. Ce programme, ainsi que la gratuité de l'enseignement de base et la couverture santé universelle, contribuent à relever les défis du développement et la réduction des inégalités sociales, a déclaré le chef de l'État congolais. Félix Tshisekedi s'est exprimé hier, mardi, à Doha, au Qatar, au cours du 2e sommet mondial sur le développement organisé sous l'égide des Nations Unies. Par ailleurs, le chef de l'État a souligné que la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. On écoute Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Alain Rung. Monsieur le Président de séance, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, distingués délégués, Mesdames et Messieurs, je suis honoré, Mesdames et Messieurs, je suis honoré de prendre la parole au nom du peuple de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette rencontre historique. Nous sommes réunis ici à Doha pour parler de ce qui, au fond, nous concerne tous sans distinction de continent, de richesse ou de puissance, la dignité humaine. 30 ans se sont écoulés depuis le sommet mondial pour le développement social tenu à Copenhague en 1995. À l'époque, les dirigeants du monde se sont engagés autour de 3 principes qui demeurent aujourd'hui encore indiscutables. Éradiquer la pauvreté, promouvoir le plein emploi et renforcer l'inclusion sociale. Ils avaient affirmé avec force que le progrès économique et technologique n'a de sens que s'il améliore la vie des gens et élève la condition humaine. 30 ans plus tard, nous avons le devoir moral d'admettre une vérité difficile: le monde n'a pas toutes ses promesses. Car si l'humanité n'a jamais été aussi interconnectée, les fractures qui traversent notre société n'ont jamais été aussi profondes. Nous voyons aujourd'hui coexister, parfois dans le même pays, parfois dans la même ville, une minorité qui a accès à tout et des millions d'êtres humains qui n'ont accès à presque rien, ni à l'éducation, ni aux soins, ni à la protection sociale, ni même à la sécurité la plus élémentaire. Ce paradoxe prive le développement de sa vocation première, être un facteur de cohésion, un vecteur de justice sociale, un instrument de paix sociale. Pour la République démocratique du Congo, cette question n'est pas théorique. Depuis 3 décennies, mon pays fait face à des cycles répétés d'agressions armées, à des déplacements massifs de population, à des millions de morts et à des millions de déplacés internes. Pourtant, malgré la souffrance et malgré les pertes, notre peuple a choisi la résilience. Nous revenons aujourd'hui à la table du dialogue mondial pour contribuer, aux côtés des autres nations, à la réinvention d'une nouvelle alliance internationale fondée sur l'équité, la solidarité et la responsabilité partagée. Mesdames et Messieurs, dans ce contexte de tensions géopolitiques, de crise sociale, d'instabilité économique, de bouleversement climatique et de transition technologique rapide, nous n'avons plus le luxe d'un développement abstrait. Le développement social doit redevenir le cœur battant du développement tout court. C'est le choix que la République démocratique du Congo a fait. Dès le début de mon mandat, j'ai engagé le pays dans une transformation profonde de notre modèle de développement, rompre avec une vision purement extractive et centralisée pour bâtir une économie tournée vers l'humain, vers la justice sociale, vers l'égalité des chances entre territoires et vers la paix.
Cette orientation repose sur 3 convictions. La dignité ne se négocie pas, l'égalité d'accès aux droits fondamentaux n'est pas un luxe, aucune paix durable n'existe sans justice sociale. Pour rendre ces principes réels et vérifiables, nous avons lancé des réformes majeures. Premièrement, la protection sociale. La République démocratique du Congo a entrepris une réforme ambitieuse fondée sur la couverture santé universelle. Depuis 2023, les soins sont gratuits pour les femmes enceintes, les mères et les nouveau-nés. Cela signifie que donner la vie ne doit plus être un risque financier ni une condamnation à la précarité. C'est une avancée historique vers l'accès équitable aux soins pour les plus vulnérables. Deuxièmement, l'éducation. Nous avons rendu l'enseignement primaire gratuit depuis 2020. Plus de 5 millions d'enfants ont pu aller à l'école ou y retourner. 5 millions d'enfants. Ce sont 5 millions d'histoires individuelles qui ne basculeront pas dans l'analphabétisme et l'exclusion. Pour consolider cette réforme, nous déployons un programme national d'alimentation scolaire afin qu'aucun enfant n'abandonne l'école parce qu'il a faim. Troisièmement, la cohésion territoriale. Notre pays est vaste. Pendant trop longtemps, cette immensité a été le prétexte à l'inégalité. Nous avons décidé d'y répondre par un engagement concret, le programme de développement local des 145 territoires qui composent la République démocratique du Congo. Lancé en 2023, ce programme vise à reconnecter l'ensemble du territoire national et à réduire les écarts entre les centres urbains et les zones rurales. Sa première phase prévoit la construction de 2136 ouvrages publics, écoles, centres de santé, bâtiments administratifs. À ce jour, 1011 infrastructures sont déjà terminées et plus de la moitié des autres sont en cours de finalisation. Ce n'est pas un concept, ce sont des salles de classe qui ouvrent, ce sont des maternités qui fonctionnent, ce sont des services publics qui redeviennent accessibles. Mais le programme de développement local des 145 territoires n'est pas seulement un chantier de briques, c'est aussi une politique de dignité économique. Nous accompagnons les petits producteurs ruraux, nous structurons les filières agricoles locales, nous stimulons les économies de proximité et nous créons des emplois décents. Car une mère qui peut vivre de son travail sans devoir quitter sa terre, c'est déjà une victoire sociale. Mesdames et messieurs, à ces chantiers sociaux s'ajoute aujourd'hui une nouvelle dimension incontournable, la dimension climatique. Le changement climatique n'est pas pour nous un débat académique, il est une réalité vécue. Inondations meurtrières, érosions qui engloutissent des quartiers entiers, sécheresses qui détruisent les récoltes et plongent des familles entières dans l'insécurité alimentaire. Dans ce contexte, le bassin du Congo est à la fois un rempart écologique pour l'humanité et un levier stratégique de développement pour notre pays. La République démocratique du Congo continue d'honorer ses engagements climatiques avec sérieux, mais le sous-financement chronique de l'adaptation et de l'atténuation freine la mise en œuvre des objectifs de développement durable. Nous le disons clairement, sans justice climatique, il n'y aura pas de justice sociale durable. Nous attendons donc une transformation profonde du financement international. L'accès aux ressources vertes doit devenir plus prévisible, plus rapide et plus juste. Il ne peut pas reposer sur des conditionnalités qui punissent les pays vulnérables pour des désastres auxquels ils n'ont pas contribué. Nous plaidons pour un rééquilibrage réel entre le financement de l'atténuation et celui de l'adaptation, parce que protéger les populations qui subissent déjà les chocs climatiques
est aussi urgent que réduire les émissions globales. Mesdames et messieurs, ce deuxième sommet mondial pour le développement social se réunit dans un moment charnière. Nous faisons face à des transitions simultanées, démographiques, environnementales, numériques et économiques. Si nous échouons à les gouverner de manière juste, elles deviendront des facteurs d'exclusion supplémentaires. Si nous les maîtrisons collectivement, elles peuvent devenir des accélérateurs d'équité. Le développement social ne sera crédible que s'il est vécu dans tous les territoires, y compris les plus reculés, y compris les zones meurtries par la guerre. Ce que nous construisons avec le programme de développement local des 145 territoires est une méthode que nous offrons au débat international. Reconnecter le pays par la santé, l'école, l'administration, l'activité économique locale et donc restaurer l'égalité républicaine dans l'accès aux droits. Ainsi, nous avons besoin d'une solidarité qui ne soit plus verticale, donateur d'un côté, assisté de l'autre, mais d'une solidarité fondée sur la reconnaissance mutuelle des responsabilités et du droit à la dignité souveraine de l'État, de chaque État. Nous l'avons dit dans nos engagements récents, la coopération internationale ne doit pas être un système permanent de dépendance. Elle doit être un pacte d'égal à égal où chacun rend des comptes à l'autre. Notre ambition commune doit être que d'ici la prochaine génération, les principes de justice sociale ne soient plus seulement proclamés dans des sommets comme celui-ci, mais vécus dans la vie quotidienne de chaque citoyen en Afrique, en Asie, en Amérique latine, dans les pays du Nord comme dans les pays du Sud. Cela exige du courage politique. Cela exige de regarder en face nos contradictions. Cela exige de mettre fin à l'idée que certains peuples seraient condamnés à l'instabilité, à la pauvreté ou à la guerre. La République démocratique du Congo croit en un avenir où la justice sociale cessera d'être une promesse et deviendra un droit collectif et effectif. Elle y travaille chez elle, chaque jour, malgré les épreuves. Elle est prête à y travailler avec vous, à vos côtés, dans un esprit de responsabilité et de respect mutuel. Vive la solidarité mondiale, vive le développement social. Je vous remercie.